Que auriez-vous vu si vous aviez pu traverser les villes de la fin de l'Empire romain entre 300 et 400 après Jésus-Christ? Comment les villes auraient-elles changé tout au long de cette période fascinante? Auriez-vous déjà vu beaucoup de désolation et de décadence? Imaginez que vous ayez une machine à remonter le temps et que vous puissiez voyager dans le passé pour explorer cette époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Le dernier siècle, en gros, où tout allait encore à peu près bien avant que les grandes invasions du 5e siècle ne commencent au début des années 400 après Jésus-Christ. Ne serait-il pas fascinant de voir différentes villes de l'Empire occidental et oriental et de les voir changer au cours du dernier siècle où l'Empire romain existait encore dans son intégralité à la fois à l'est et à l'ouest? Essayons alors d'imaginer comment cela devait être de se promener dans certaines des villes les plus célèbres de la fin de l'Empire romain de 300 à 400 après Jésus-Christ. Les années crépusculaires de l'Empire romain d'Occident. Les dernières années relativement exemptes d'invasions germaniques et de raids barbares constants, les dernières, je ne veux pas dire années paisibles, parce que nous savons qu'il y avait toujours des guerres civiles constantes. Mais relativement parlant, comparé à ce qui viendrait après 401 après Jésus-Christ, lorsque Alaric et ses Wisigoths ont déjà commencé à envahir l'Empire occidental, dévastant la province de Raetia, et dans ces années encore maintenues en échec et vaincues par le puissant Flavius Stilicho, le défenseur de Rome. Relativement parlant, ce furent encore de bonnes années de 300 à 400 après Jésus-Christ. Oui, il y avait de temps en temps quelques incursions occasionnelles de Germains en Gaule, mais en moyenne, celles-ci n'arrivaient pas si souvent et étaient encore repoussées par les forces romaines occidentales toujours puissantes sous des empereurs tels que le célèbre Julien lui-même ou Valentinien Pipran. En ces jours-là, le peuple germanique n'avait toujours aucune chance de percer la frontière du Rhin pendant de longues périodes. Dans d'autres parties de l'Empire, la situation n'était pas si bonne. À cette époque, paradoxalement, l'Empire de l'Est était plus mal loti que l'Ouest. Les Balkans avaient été ravagés par les Goths qui, après la désastreuse bataille d'Adrianople en 378 après Jésus-Christ, avaient réussi à s'établir de manière permanente en Illyricum oriental et ainsi à exercer une pression répétée sur les Balkans. C'étaient des temps très difficiles pour les Balkans dans l'Empire romain oriental et cela se reflétait également dans l'état de ses villes et de ses habitants. Retournons donc à l'Empire romain en 300 après Jésus-Christ. À l'est, bien sûr, il y avait les guerres constantes avec la Perse, mais de 299 à 330 après J.C. Il y avait une paix relative, et au sud, dans les provinces africaines, il y avait très peu de pression de la part des tribus du désert, rien de notable. Tout au nord en Britannia, l'île était encore défendue par le puissant Magnus Maximus et d'autres comme lui. Cependant, malheureusement, ils avaient tendance à se rebeller assez souvent. Parce que, je ne sais pas, mais pour une raison quelconque, les légions n'appréciaient pas vraiment de rester sur une île lointaine avec un mauvais temps et des tribus hostiles pendant de longues périodes. Donc, la situation n'était pas idéale, mais comparée à ce qui allait suivre après 407 après Jésus-Christ, lorsque la frontière du Rhin a été franchie pour de bon, c'était presque le paradis. Alors imaginons maintenant que vous commencez votre voyage en l'an 300 après Jésus-Christ, l'âge de la tétrarchie. L'Empire a été divisé en 4 parties par le célèbre empereur Dioclétien. Disons que vous vous promenez à travers Alexandrie en 300 après Jésus-Christ. Qu'auriez-vous vu? Eh bien, vous auriez été surpris de voir que la densité de population était beaucoup plus faible maintenant qu'il y a seulement 100 ans. La peste de Cyprien avait ravagé pas si longtemps avant, seulement une génération auparavant. Et donc la population n'avait toujours pas récupéré, mais la ville elle-même apparaîtrait toujours très magnifique. Bien sûr, cependant la grande bibliothèque et le muséon n'étaient probablement plus existants, ou dans un état gravement endommagé, les combats acharnés de la guerre civile romaine avaient laissé leur marque en 272 après Jésus-Christ. Aurélien lui-même avait pris la ville sous de lourds combats de l'Empire séparé de Zénobia, et en 297 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien a repris la ville de force d'un empereur rival. Donc même en 300 après Jésus-Christ, vous auriez déjà vu pas mal de dégâts par endroits, et donc certains des vieux et célèbres bâtiments qui datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ étaient soit gravement endommagés et non réparés,
soit complètement détruit. C'était certainement vrai pour la grande bibliothèque elle-même et pour le Musaïon, mais d'autres bâtiments avaient certainement survécu intacts, comme peut-être le tombeau d'Alexandre et le célèbre phare de Pharos. Et vous auriez déjà vu les premières églises ici et là. Très peu encore, mais déjà visibles. En 300 après Jésus-Christ, les empereurs Galère et Dioclétien ont instigé les dernières persécutions antichrétiennes à grande échelle. La gravité de ces persécutions fait toujours l'objet de débats. Certains chercheurs affirment qu'elles étaient très régionales et pas du tout répandues, tandis que d'autres disent que des milliers de chrétiens ont effectivement été tués. Nous savons que certaines églises ont été détruites dans le processus et que certains chrétiens ont certainement été tués, mais nous ne pouvons que deviner la véritable étendue. Il se peut donc que vous ayez vu les dernières fois qu'une église ici ou là a été détruite, et peut-être quelques martyrs chrétiens exécutés. Si vous aviez été à Antioche, vous auriez certainement vu plus d'églises, même en 300 après Jésus-Christ. Cette ville était l'épicentre de la christianisation et avait une forte communauté chrétienne bien avant l'édit de tolérance de Constantin, qui suivrait plus tard en 313 après Jésus-Christ. Ici à Antioche, vous pouviez déjà voir quelques basiliques chrétiennes primitives assez impressionnantes. Antioche était un modèle en matière de cohabitation pacifique entre chrétiens et païens. Rarement y avait-il des affrontements entre les deux groupes, et ils ont en fait réussi à se respecter mutuellement et à être tolérants envers les croyances respectives. À cette époque, bien sûr, vous verriez encore tous les temples païens ouverts et toujours en bon état. À cette époque, il n'y avait pas encore de Constantinople. En 300 après Jésus-Christ, vous trouveriez la ville de Byzance avec son ancienne agora et les vieux temples sur le Capitole toujours absolument intacts. La ville aurait encore semblé très païenne à cette époque. À Athènes, vous auriez également vu les anciens monuments intacts. Bien sûr, ils avaient été endommagés lors du sac des Hérules en 267 après Jésus-Christ, mais la plupart des dommages auraient probablement été réparés cependant. Vous auriez probablement encore remarqué quelques bâtiments ou temples endommagés ou quelques maisons abandonnées en vous dirigeant vers l'ouest. Si vous vous étiez arrêté à Salona, vous auriez admiré la construction du palais de retraite de Dioclétien, qui deviendrait plus tard le cœur de la splite moderne. Le palais a été achevé en 305 après Jésus-Christ et est une résidence impériale, mais très importante, car l'une des vers l'ouest, si vous aviez traversé l'Italie en 300 après Jésus-Christ, tout semblait encore normal. Certaines villes avaient également été endommagées lors de la crise du IIIe siècle ici, mais pas encore à grande échelle, et si les dégâts auraient été principalement réparés à présent dans l'ancien cœur de l'Empire. Ravenne n'était pas encore une résidence impériale, mais très importante parce que l'une des deux flottes prétoriennes y était ancrée au port de Classis. L'autre flotte prétorienne, vous l'auriez trouvée à Miséno, près de la ville de Néapolis. C'était les dernières années où l'Ouest avait encore une puissance navale impressionnante, avant que Constantin n'utilise les flottes pour sa guerre contre Licinius, laissant ainsi plus tard l'Italie sans défense, sans une puissance navale. Vous auriez trouvé Mediolanum, une ville extrêmement impressionnante. À cette époque, Mediolanum, l'actuel Milan, était la résidence impériale des empereurs romains de l'Ouest. Maximien avait fait de Mediolanum le siège impérial en 284 après Jésus-Christ, et depuis lors, le grand palais impérial avait servi de siège au tétrarque. Vous verriez le grand cirque, qui était magistralement intégré aux murs de la ville. Vous verriez de nombreux temples anciens, des amphithéâtres et même des jeux de gladiateurs, puisqu'ils étaient encore tenus à cette époque. Vous continueriez donc plus loin vers Rome, l'ancienne capitale de l'Empire, qui a maintenant plus de 1000 ans. Elle avait presque atteint son apogée à cette époque, tant en termes de population que d'étendue et de grandeur des bâtiments. Maxentius lui-même construirait les derniers bâtiments impériaux grandioses à Rome, mais en 300 après Jésus-Christ, Rome n'était toujours pas tout à fait achevée. La basilique de Maxence, le temple de Romulus et quelques autres bâtiments manquaient encore, que Maxence ajouterait plus tard. Mais même ainsi, Rome était encore de loin, en 300 après Jésus-Christ, la ville la plus impressionnante de l'Empire romain. 1 million de personnes y vivaient, et il y avait une quantité incroyable d'agitation dans les rues où que l'on aille. Si vous aviez voyagé plus à l'ouest, vous seriez arrivé à Augusta Treverorum,
Trône, la capitale de la partie la plus occidentale de l'Empire, siège d'un autre des 4 tétrarques. La ville était très impressionnante à cette époque. Bien sûr, jamais aussi grande et impressionnante que par exemple Antioche ou Alexandrie. Vous y auriez trouvé un palais impérial, des bains, des murs de ville, même un amphithéâtre et de nombreux anciens temples païens. Ici, vous auriez rarement vu des églises montrant les premiers signes de décadence. Les anciens amphithéâtres ont été démantelés et christianisés comme l'Est. Mais en Gaule, vous auriez vu des villes abandonnées, et même certaines des villes encore habitées, comme Lutetia, étaient partiellement abandonnées et délabrées. Il y avait des quartiers qui avaient été évacués et abandonnés lors des incursions germaniques de la crise du IIIe siècle. Donc surtout en Gaule déjà, vous auriez vu les premiers signes de décadence. Les anciens amphithéâtres étaient démantelés et souvent utilisés pour construire des murs défensifs, car ils étaient désormais beaucoup plus importants ici que les jeux. La menace des invasions germaniques planait toujours sur la partie gauloise de l'Empire romain, mais était toujours contenue par les armées romaines encore très puissantes. Et donc, en 300 après Jésus-Christ, presque tout allait encore assez bien dans l'Empire romain. Qu'en est-il de l'année 400 après Jésus-Christ? Qu'est-ce qui aurait changé si vous visitiez les mêmes villes 100 ans plus tard? Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire tardive de Rome. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux continuer cette chaîne, car, comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas exactement une niche qui est maintenant, mais une ruine. Mais même ainsi, En commençant par Alexandrie, vous verriez les rues à nouveau remplies de beaucoup plus de personnes et il y aurait beaucoup plus d'activités. Cependant, beaucoup plus de bâtiments anciens n'existeraient plus. Seulement quelques années auparavant, l'ancien Sérapion d'Alexandrie avait été détruit lors de possibles affrontements religieux entre chrétiens et païens, et ainsi une autre des anciennes merveilles n'était maintenant qu'une ruine. Mais malgré tout, la ville était encore très impressionnante et extrêmement grande, avec encore peut-être 500 000 personnes vivant dans l'ancienne ville d'Alexandre. Vous verriez maintenant beaucoup plus d'églises, bien sûr, et vous remarqueriez que les anciens temples païens étaient maintenant fermés dans la plupart des parties et n'étaient plus aussi fréquentés. La même image à Antioche. Vous verriez beaucoup plus d'églises qu'en 300 après Jésus-Christ du type basilique chrétienne primitive, et les anciens temples païens, vous en trouveriez beaucoup fermés et barrés, comme si quelqu'un les avait ordonnés fermés par décret impérial. Mais certains semblaient toujours ouverts. Pourtant, l'activité y était beaucoup plus faible qu'elle n'existait pas une centaine d'années auparavant. La ville était totalement, on trouve la ville de Byzance totalement transformée. Elle avait énormément grandi en taille, au-delà de tout ce que vous auriez pu imaginer. Elle était probablement maintenant 2 fois plus grande qu'elle ne l'était en 300 après Jésus-Christ. Il y avait de nouveaux bains, de nouveaux murs de ville, un hippodrome avait été agrandi, il y avait un nouveau complexe de palais impérial et de nombreuses églises qui n'existaient pas 100 ans auparavant. La ville était tout simplement incroyable, comme une étoile montante, un nouveau joyau de l'Est. Mais les vieux temples sur l'agora, vous les trouveriez fermés. Ils étaient utilisés comme espace de stockage et n'étaient pas bien entretenus. Vous constateriez que la vieillesse commençait à se montrer, et bientôt, en effet, peu de temps après votre visite, à un moment donné au 5e siècle, la plupart d'entre eux disparaîtraient, étant réutilisés pour le matériel de construction de nouveaux bâtiments. Dans les Balkans, vous trouveriez une désolation totale. Certaines villes étaient complètement abandonnées, certaines brûlées par les Goths ravageurs. Les gens s'étaient évacués vers les villes plus grandes et plus fortifiées, comme Constantinople ou Athènes plus au sud. Vous trouveriez de nombreuses villes fantômes à cette époque, avec des statues brisées, vous rappelant les jours de gloire passés qui maintenant semblaient être un lointain souvenir. En allant plus à l'ouest, vous vous arrêteriez à Salona et trouveriez le palais de Dioclétien en parfait état. Presque centenaire à présent, il semblerait toujours intact, tout comme la ville voisine de Salona. Aucune invasion n'avait encore détruit quoi que ce soit ici, cela serait encore loin, 200 ans en fait,
jusqu'à ce que les slaves commencent à envahir à la fin des années 500 et début des années 600 et au début des années 600. En allant plus à l'ouest, en 400 après Jésus-Christ, vous trouveriez encore Mediolanum comme le siège de l'Empire occidental. Ici, le jeune Honorius résiderait protégé par le défenseur de Rome, le Magister Militum Flavius Stilicho. Ils résideraient tous au palais impérial de Mediolanum. Seulement 2 ans plus tard, en 402 après Jésus-Christ, Honorius déplacerait le siège impérial à Ravenne. Mediolanum ressemblait beaucoup à ce qu'elle était en 300 après Jésus-Christ, mais comme dans le reste de l'Empire, vous trouveriez la même image. Beaucoup des anciens temples étaient fermés, leur intérieur souvent dépourvu des anciennes statues splendides, mais à la place, vous trouveriez beaucoup plus de basiliques chrétiennes partout. Et puis vous iriez à Rome. Et même en 400 après Jésus-Christ, vous seriez totalement émerveillé. Rome était toujours la plus grande ville de l'Empire, à la fois à l'ouest et à l'est, se vantant encore alors de 800 000 habitants, surpassant encore alors la Constantinople encore plus petite. La ville avait atteint sa taille maximale. Les derniers bâtiments de Maxence tous achevés, la ville n'ayant toujours pas été pillée en 800 ans, profitant des dernières années de paix avant que la folie et le chaos ne s'abattent bientôt sur la ville. Ici aussi, vous verriez beaucoup plus de basiliques et d'églises partout, mais elles seraient totalement submergées dans l'immense mer de vieux temples païens et d'images païennes, de statues et d'autres bâtiments impressionnants des anciens Césars. Ici, le paganisme résisterait, réticent à mourir, obstiné dans le vieux cœur de l'Empire, et vous pourriez même encore voir certains temples fréquentés, mais ici aussi beaucoup étaient déjà fermés et leurs intérieurs dépourvus des splendides statues et images des anciens dieux. En allant plus à l'ouest, vous arriveriez à Augusta Treverorum et trouveriez la ville encore plus grandiose qu'en 300 après Jésus-Christ. De nouveaux bains encore plus grands avaient été ajoutés au complexe de bains et les murs de la ville avaient été agrandis. Ici aussi, vous trouveriez maintenant des basiliques chrétiennes là où il n'y en avait pas avant, et les vieux temples étaient pour la plupart fermés et commençaient à tomber en négligence. En Gaule, vous trouveriez plus de villes dévastées et abandonnées. Les incursions répétées des Germains au IVe siècle avaient fait reculer les gens vers les villes plus grandes et plus fortifiées, comme Lutetia ou Mogontiacum. En Britannia, vous trouveriez encore plus de chaos et de désolation. Londinium était encore une forteresse à cette époque, avec des murs de ville agrandis, construits sur ordre de Julian lui-même contre les incursions barbares répétées. Mais vous remarqueriez déjà une population sévèrement diminuée, et beaucoup des anciens bâtiments romains en mauvais état, beaucoup d'entre eux-mêmes démantelés pour la construction des murs de la ville. Et d'autres parties de la Britannia avaient déjà été complètement abandonnées. Magnus Maximus avait retiré une grande partie des troupes romaines en 383, et donc des zones comme le pays de Galles étaient complètement dépourvues de troupes romaines, et beaucoup des villes et colonies romaines ont simplement été abandonnées, vides, laissées à l'abandon. Et seulement quelques années plus tard, la dernière partie des troupes romaines se retirerait et l'île serait abandonnée pour de bon. Et donc, nous voyons que de 300 à 400 après Jésus-Christ, vous auriez trouvé une image très mélangée. Certaines villes étaient encore en parfait état, mais certaines étaient même déjà en 300 après Jésus-Christ, gravement endommagées ou partiellement abandonnées, comme Lutetia ou d'autres villes en Gaule. Et certaines étaient même en 400 après Jésus-Christ absolument impressionnantes, comme Antioche, Constantinople, Rome ou Augusta Treverorum. Cela dépendait vraiment beaucoup de l'endroit où vous étiez. Mais nous pouvons voir que même lors des dernières bonnes années, relativement parlant, de l'Empire romain dans son ensemble, vous auriez vraiment voulu éviter certains endroits et villes, tandis que d'autres villes étaient absolument incroyables et magnifiques. Vraiment un empire et une époque Quentin Walker. Et Justin Heller, ayant soutenu Majorianus, si bien qu'ils ne rateront aucun futur contenu sur l'ère captivante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et je voudrais remercier tout particulièrement nos nouveaux supporters,
Augustus, Quentin Walker et Justin Heller. Merci beaucoup Quentin Walker et Justin Heller pour votre soutien si généreux envers Majorianus. Mais nous avons aussi 3 nouveaux supporters Kaysar, à savoir Johnny Cadding Macaron, désolé pour la mauvaise prononciation de Orpribertas Qualitas, et Logan Peppers. Merci beaucoup Johnny Cadding Macaron, Cropibertas Qualitas et Logan Peppers pour votre généreux soutien. Sincèrement, je ne peux assez vous remercier. C'est grâce aux incroyables Patreons et membres YouTube de cette chaîne que je peux continuer à réaliser des vidéos sur le tardif Empire romain. Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent cette chaîne, sous n'importe quelle forme. Et si vous voulez en savoir plus sur les 3 villes les plus impressionnantes de l'Empire romain tardif, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit, mais si vous voulez en savoir plus sur la ville de Byzance avant qu'elle ne devienne Constantinople, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Bene